Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive qui est engagée dans la lutte contre la maladie à coronavirus depuis plusieurs semaines. Maintenant, cette pandémie fait l'actualité, émission sur émission, sensibilisation, éducation ou encore communication pour juguler le mal. On parle aujourd'hui de la situation au Togo, 41 jours pratiquement après la décision d'instaurer l'état d'urgence sanitaire par le chef de l'État. Que dire de la pandémie ici, la situation dans les marchés, mesures barrières et tout ce qui tourne autour de la maladie à coronavirus. Pour ce faire, nous recevons Madame Somialo Pocholi-Kadia, elle est commissaire principale et directrice générale de l'EPAM, établissement public autonome d'exploitation des marchés. Mise en onde, si Pélagie Mekoum, la vidéo de cette émission, l'affaire d'Eloma Dovon. Moi, je suis Franck Nounyama, bienvenue. Attention, coronavirus est arrivé dans la cité. Attention, Etobadaye, c'est une maladie très dangereuse. Nous n'avons pas choisi le reggae au hasard, vous savez. C'est aujourd'hui que l'icône de ce genre musical est parti, Bob Marley. Ça fait 39 ans alors qu'il avait juste 36 ans. Il est parti dans la fleur de l'âge. S'il était là, il aurait certainement composé quelque chose pour ce fichu virus. Merci de nous choisir. Nous allons écouter ce monsieur, ce prophète, comme les gens l'appellent en milieu d'émission, à travers son morceau So Much Trouble in the World. Eh bien, c'est véritablement plus qu'un trouble aujourd'hui avec cette pandémie dans le monde qui impose sa règle. Nous allons parler également de la situation actuelle au Togo. On sera plus dans les marchés parce que nous recevons Madame Somialo Pocholi-Kadia, elle est commissaire de police et directrice générale de l'EPAM. Bonjour, bonne arrivée. Merci, Monsieur Franck. Bonjour et bonjour à vos auditeurs et auditrices. Comment vous portez-vous? Bien. Tout va bien? On rend grâce. Voilà, vous êtes d'abord commissaire principal de police, vos hommes sont souvent sur les terrains. Quelles dispositions prenez-vous à leur endroit? Que leur dites-vous? Nos hommes? Oui, c'est-à-dire la police qui. Oui, les autorités du ministère de la Sécurité et de la Protection civile ont pris toutes les dispositions pour protéger naturellement les forces de sécurité, de défense et de sécurité qui sont aussi sur le terrain et qui mènent la lutte pour ce qui les concerne. Donc, ils sont protégés. Ça va pour eux, pas de problème. Ils respectent ce qui est dit. C'est bon. Vous savez, chez nous, même avant la pandémie, c'était la discipline. Aujourd'hui, c'est la discipline. Ça le sera demain. Très bien. Alors, on va faire la situation. Quel est le point qu'on fait aujourd'hui? On sait que c'est pas stable, ça augmente de jour en jour. Aujourd'hui, malheureusement, on est à 11 décès déjà au Togo. Oui, monsieur Franck, malheureusement, à la date d'aujourd'hui, nous enregistrons malheureusement 11 décès. Je voudrais profiter pour m'incliner devant devant la mémoire de chacune des victimes tombées dans cette situation pandémique. Aujourd'hui, nous avons la même situation. Pour le moment, elle reste inchangée. Elle est celle que depuis hier. Le nombre de cas actifs 74. Nous avons 89 cas guéris. Malheureusement, comme vous l'avez dit, 11 décès. Nous avons enregistré le 11e cas de décès. Hier, ça a été annoncé par le ministère de la Santé. Et depuis le début de la pandémie, le Togo enregistre 174 cas confirmés. Est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter aujourd'hui, selon vous? Est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter parce qu'au jour le jour, ça avance, hein? Je crois qu'au 1er mars, c'était un décès, un mois et demi. Oui, c'était le 6 mars, je crois. Le 6 mars, le premier cas était annoncé le 6 mars.
Et nous sommes aujourd'hui au 11 mai. Nous sommes à 114 cas. C'est vrai que nous devons nous en inquiéter. Naturellement, nous devons nous en inquiéter parce que il n'y a pas 5 jours, on était à 160 et quelques. Et d'un seul coup, avant-hier, le Togo a enregistré 20 cas en une journée. Il y a de quoi inquiéter. C'est vrai qu'à un moment, on avait plutôt beaucoup d'espoir parce qu'il y avait des jours où il n'y avait pas du tout de cas à confirmer. On avait eu 48 heures, je crois, où on n'avait pas enregistré de cas et on avait beaucoup d'espoir. Si aujourd'hui, à 24 heures, on enregistre 20 cas, il y a vraiment de quoi nous inquiéter. Mais au même moment, si nous visitons les chiffres des pays de la sous-région, nous pouvons quand même nous dire que chez nous, elle est plus ou moins maîtrisée, cette pandémie, et qu'un travail formidable est en train d'être fait dans notre pays. Mais seulement, la situation reste inquiétante. Que faire pour vraiment ralentir l'évolution de cette pandémie? Cela dépend de vous, Monsieur Franck. Cela dépend de moi. Cela dépend de tous les Togolais. Que chacun fasse vraiment sa part pour qu'ensemble, nous puissions ou nous arrivions à endiguer cette maladie. En tout cas, lorsqu'on fait le calcul, ça fait pratiquement, on va dire, un mort tous les 6 jours. C'est inquiétant en tout cas, mais on va pouvoir continuer. Lorsqu'on regarde les chiffres, on a comme l'impression que les gens sont un peu lassés de respecter les mesures barrières aujourd'hui. Nous parlons des marchés où il y a des contacts, où les gens s'agglutinent souvent. Quel est le point qu'on peut faire aujourd'hui depuis le début ou bien depuis l'apparition de cette pandémie ici? Oui, disons que aujourd'hui, vous avez bien fait la remarque qu'il y a un certain relâchement au niveau du suivi des mesures ou des gestes barrières. Aujourd'hui, je pense que les gens se disent que cette situation, elle perdure, ça devient lassant et bon, les gens se relâchent un peu et bon, ils trouvent cette situation un peu fatigante. C'est normal. Mais tant que cette maladie existe dans notre société, nous ne devons pas être fatigués d'adopter des gestes barrières. Au niveau des marchés, c'est la même situation. C'est vrai, au début, nous avons eu des difficultés à faire comprendre aux gens que la maladie existe véritablement. Ensuite, les mesures barrières prises spécifiquement liées au marché, notamment l'obligation de port des masques, avaient été timidement accepté ou adopté dans les marchés et là nous avons véritablement mis les moyens de sensibilisation et de sanctions au même moment, comme je l'avais dit une fois dans ces studios, et là ça a marché. C'est vrai qu'aujourd'hui, si nous allons dans les marchés, la situation aujourd'hui par rapport au début de la pandémie, elle est largement meilleure. Mais pourtant, aujourd'hui, nous ne pouvons pas être fiers de dire que dans nos marchés, 100% des commerçants portent des cache-nez. C'est ce qui me désole. Mais nous continuons quand même, nous continuons toujours la sensibilisation et nous continuons la sanction également. Comme vous le dites, les gens pensent que il se passe une journée ou deux. Si les agents ne sortent pas, ne sont pas derrière eux, ils pensent que c'est fini. Donc, à chaque fois, ils veulent qu'on soit derrière eux, qu'on puisse le leur rappeler chaque jour, à chaque heure. Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que la situation telle qu'elle est aujourd'hui, le gouvernement a déjà fait sa part. C'est-à-dire
prendre des dispositions, prendre des mesures pour protéger sa population. Maintenant, qu'est-ce que nous, population, nous faisons pour accompagner le gouvernement afin de lutter véritablement contre cette pandémie? C'est ce que chacun de nous devait se poser comme question. Est-ce que les mesures ne doivent pas être plus drastiques dans les marchés? Parce que là, lorsqu'on revoit un peu les chiffres, ça prend de l'ampleur tous les jours, alors qu'on sait que dans les marchés, il y a beaucoup de contacts. Il y a des personnes certainement de contacts qui arrivent dans ces marchés-là, des personnes ou bien des porteurs sains. Est-ce qu'on ne doit pas être plus drastique, plus pointueux dans les marchés pour obliger les gens à respecter ces mesures-là? Absolument, absolument. C'est pour cela que j'avais dit que dans les marchés, nous sommes passés de la simple sensibilisation à la sanction. Ça fait qu'aujourd'hui, à notre niveau, nous n'avons pas relâché au niveau des sanctions. Plutôt que ce soit au niveau des marchés de l'EPAM ou dans les communes, il existe des mesures de sanctions à l'encontre des commerçants qui ne respectent pas ou qui n'adoptent pas les gestes barrières. Mais au même moment, nous avons besoin, nous utilisons les deux méthodes en fait. Comme on le dit souvent, nous utilisons au même moment la carotte et le bâton. Nous ne pouvons pas à chaque fois, c'est vrai que au sein de la population des commerçants, nous avons des personnes qui ne comprennent pas forcément. Voilà, nous avons besoin de leur faire adopter ou accepter que le port de masque est une mesure pour ma protection et non pour la protection du gouvernement. S'il me faut porter le masque, c'est que je l'ai compris qu'à chaque fois pour sortir ou si je suis au marché, je dois le porter pour me protéger et protéger ma voisine à côté de moi. Parce que si je ne le fais pas ou si ma voisine ne le fait pas, je reste exposée et elle reste exposée également. Donc, c'est pour cela que nous n'avons pas relâché au niveau de la sensibilisation. Nous continuons, mais au niveau des récalcitrants, nous sévissons. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas eu beaucoup de communication, ceux qui sont récalcitrants, ou bien c'est un peu le relâchement, ou bien on se dit, moi je m'en fous, cette maladie n'est pas ici, voilà, comment on peut m'obliger à mettre un masque alors que je n'en ai pas l'habitude? Est-ce que c'est... Oui, la difficulté que nous avons, c'est que vous allez rencontrer beaucoup de commerçants qui vous disent « Ah, si moi je porte le masque, je n'arrive pas à respirer ou à bien respirer. » Bon, nous les conseillons, c'est pour ça que je dis, nous utilisons les deux méthodes en fait. Bon, c'est vrai, si ceux qui disent oui, moi je porte ça, mais je n'arrive pas à respecter, dans ce cas, nous les conseillons. Vous portez de temps en temps, au moins si vous enlevez ça à quelques secondes, bon, pour reprendre votre souffle, vous le remettez. De toutes les façons, il faut comprendre que vous portez le masque pour vous protéger. Parce que vous n'avez pas intérêt à être contaminé par cette maladie. C'est-à-dire, mieux vaut l'éviter que de le contracter. Parce que personne ne sait quelle sera sa situation si elle le contractait, si elle la contractait plutôt. Parfois, vous pouvez la contracter, vous ne vous rendez pas compte. Elle fait des dégâts avant de déclencher. Et là, si vous avez la chance, vous allez vous en sortir après une hospitalisation. Mais si malheureusement vous n'avez pas la chance, comme ce que nous déplorons aujourd'hui, les 11 personnes, leur vie n'était pas aussi moins valeureuse que ça. Ce sont des personnes. Une vie aujourd'hui de perdu, c'est vraiment une vie de trop. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on annonce un décès, vraiment, nous tous, nous avons un pincement au cœur. Parce que la maladie, ça fait mal. On constate malheureusement qu'elle continue pas à faire des dégâts. Elle continue pas à faire des dégâts malheureusement.
Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez que nous recevons cet après-midi dans la lutte contre le coronavirus Madame Somialo Pocholi-Kadja, commissaire principale DG de l'EPAM. Alors, nous parlons des cache-nez. On en trouve un peu partout, dans les rues, au niveau des feux tricolores. Alors qu'il semble que le fait juste de porter le cache-nez ne protège pas. Parce que, pour savoir que c'est vraiment une barrière contre cette maladie, lorsque vous mettez ce cache-nez-là, vous essayez d'allumer, vous prenez une allumette que vous allumez et puis vous tentez de souffler dessus. Si ça s'éteint, ça veut dire que votre cache-nez n'est pas efficace, mais si ça ne s'éteint pas, ça veut dire qu'on peut y aller. C'est vrai, vous avez cette information aussi? Oui, nous avons suivi un peu sur les réseaux sociaux des tests comme ça pour justifier la qualité de certains masques par rapport aux autres, surtout la qualité des masques localement produits ou les masques en tissu. C'est vrai que tel que les médecins l'ont à suffisance démontré, je pense que sur la TVT, les spécialistes experts dans le domaine ont suffisamment communiqué. C'est vrai que les masques tels que nous les avons, les masques en tissu ne protègent pas à 100%, mais ils protègent à plus de 50%. C'est une protection. Elle est mieux que zéro. Mm-hmm. Voilà. Il y a aussi d'autres masques qui ne sont pas en tissu, mais qui ne protègent pas non plus à 100%, mais à 70 à 80%. Et il y en a aussi qui sont réservés au personnel soignant qui protègent à 100%. C'est-à-dire vous ne pouvez pas contaminer, on ne peut pas vous contaminer. Néanmoins, vous avez parlé des masques qu'on voit un peu partout au feu rouge. Je voudrais profiter pour dire, je ne voudrais pas dire à nos concitoyens de ne pas les acheter. Mais surtout, si vous les achetez, pour les masques en tissu, prenez soin d'aller les laver avant de les porter. Parce que ce sont des masques qui sont exposés à tous les risques. Parfois, vous voyez le vendeur même de masques, il a les mains nues, il n'a même pas de protection. Il n'a pas non plus protégé ses mains. Il y en a qui viennent, qui essayent même et qui redonnent au vendeur. Non, moi je ne veux pas cette couleur-là. Je reprends ça. Je reprends ça ou bien j'essaye pour voir si ça tient bien sur mon visage. Non, ça ne va pas. Ça. Voilà, surtout pas. Surtout pas. Et ceux qui vendent je ne sais pas s'ils nous suivent, en tout cas ceux qui nous suivent et qui peuvent vraiment relayer le message ou la sensibilisation, ne pas accepter que quelqu'un vienne essayer un masque et reprendre pour lui redonner un autre masque. Surtout pas. Voilà. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on va dans les marchés de l'EPAM, on a parlé de cache-nez. Est-ce qu'on a le système de lavage de mains un peu partout? Les gens, vous avez dit au début, c'était un peu nonchalant. Maintenant, c'est devenu un réflexe totalement. Un réflexe, non. Mais nous, les DLM dans les marchés, nous les avons à suffisance. Nous les avons au niveau des entrées. Nous les avons au sein des marchés, par endroit. Alors, si pour les commerçants consciencieux, quand ils rentrent au marché, ils vont vers les DLM, ils se lavent les mains de temps en temps. Même quand elles sont à côté de leurs marchandises, elles se lèvent de temps en temps pour se laver les mains. Il y en a qui ne veulent pas, qui trouvent que c'est trop du travail, que de leur demander de se lever, aller se laver les mains, revenir s'asseoir. C'est à l'endroit de ceux-là que nous tenons un langage de prévoir un bidon alors d'eau savonnée à côté. Si on a l'appareil de se lever, alors on a son bidon d'eau savonnée et de temps en temps, on pourra se laver les mains. Ou si on a les moyens de s'acheter une solution hydroalcoolique ou bien le gel main
pour se nettoyer les mains. Encore faudrait-il que les médecins disent, quand on a la possibilité de se laver les mains, mieux vaut se laver les mains que d'utiliser le gel. Donc voilà. Pour certains, ils le font. Mais j'avoue que nous avons des vigiles qui obligent les commerçants à se laver les mains. Quand ils rentrent, du moins. Mais quand les gens vont s'asseoir à côté de leurs marchandises, nous ne les obligeons pas, levez-vous pour aller vous laver les mains, mais nous sensibilisons à travers les mégaphones pour les encourager à aller se laver les mains. Est-ce que les bonnes femmes ou bien les commerçantes ont l'information aujourd'hui que un client qui arrive, qui a envie d'acheter quelque chose, n'a plus le droit de le prendre, de déposer, de toucher, comme on le faisait? Est-ce qu'ils ont cette information? Vous avez communiqué là-dessus? Nous avons suffisamment communiqué parce que le message que nous avons fait passer pour qu'elle puisse comprendre, c'est que si la personne vient toucher à un objet, elle retouche à un autre pour le choisir. Celui qu'elle a touché premièrement, si c'est une personne infectée ou asymptomatique, vous, quand vous-même, revendeuse, vous retouchez à cet objet, vous risquez de vous contaminer. Aussi, voilà, vous-même, vous êtes exposé et vous exposez aussi les autres clients et donc la population. Nous portons ce message à leur endroit. C'est vrai que nous sommes plus regardants au niveau des revendeurs des aliments, du poisson par exemple, et le message est passé. Mais ça dit que c'est difficile de mettre un agent derrière chaque commerçant pour vérifier ou faire le suivi de l'application de cette mesure prudente toute la journée. Et par rapport à cette situation, quel est le conseil qu'on peut donner? Voilà, il y a discussion entre le client et puis la vendeuse ou bien le vendeur. C'est juste, on montre du doigt, on ne touche pas, c'est ça, non? Oui, je veux ça. Oui, vous client, vous ne touchez pas. Mais le commerçant ou la commerçante, elle prend l'objet, quand elle la prend dans sa main, vous l'observez. Vous pouvez dire, je préfère ça ou non, par rapport si c'est une marchandise non alimentaire. Ou je préfère plutôt cette couleur, ou voilà. C'est le revendeur ou la revendeuse seul touche à ces marchandises. Mais elle prend ça pour vous montrer et vous apprécier. Voilà. Alors, on va marquer une première pause, le temps de retrouver notre invitée, Madame Somialo Pocholi-Kadia. Je vous rappelle qu'elle est commissaire principale de police et DG de l'EPAM. On rappelle également que vous, auditeurs, vous pouvez à un moment donné composer le 92 03 60 31, le 97 24 26 26 pour mieux comprendre les choses. On vous revient. So much trouble in the world, beaucoup de problèmes dans ce monde et ce coronavirus en est un. On n'arrive pas à juguler ce problème depuis son apparition en décembre dernier. Il est parti de Wuhan en Chine, vous le savez, point n'est besoin de le rappeler. Aujourd'hui, il continue de tuer dans le monde entier. Voilà la raison pour laquelle on est ici cet après-midi avec la commissaire principale Somialo Pocholi-Kadia et directrice générale de l'EPAM. Alors, dans nos différents quartiers, on se dit, oui, voilà, je suis seul, je vais voir un ami à côté, donc ce n'est pas la peine de porter les cache-nez, c'est ça? Oui, Monsieur Franck, c'est un constat que nous avons fait. Généralement, les gens pensent que, si nous prenons les quartiers périphériques de Lomé, je quitte peut-être Agoué, Baguida, pour venir peut-être au service, ils sont bien masqués, hein, ils portent bien les masques pour se protéger. Oui. Mais vous verrez le week-end ou le soir, comme ça, dans les quartiers, les jeunes circuler sans protection aucune. Je pense que les gens se disent que c'est en ville qu'il y a la maladie et non dans les quartiers. Alors que nous sommes les mêmes qui sortons de nos quartiers pour venir peut-être au service ou au marché, dans
dans l'ancienne ville ou Lomé commune, voilà. Je voudrais profiter de votre antenne pour vraiment interpeller la population. La protection, elle doit être de rigueur partout, à moins qu'on ne soit à la maison. Sinon, la protection, elle est partout. Au service, dès que vous sortez de chez vous. Ou même quand on reçoit de la visite, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Voilà. Et puis, dans nos domiciles, nous devons prendre soin d'apprêter un petit seau avec du savon pour que chaque visiteur puisse se laver les mains. Encore faudrait qu'il y ait de visites s'il n'y a pas vraiment d'urgence. S'il n'y a pas vraiment d'urgence. C'est une période difficile, mais nous devons faire ces sacrifices pour pouvoir endiguer la maladie. Sinon, nous n'y arriverons pas. Vous savez, quand vous suivez les informations aujourd'hui, on dit qu'à Wuhan, ça a repris. Ça a repris un peu. Il y a un nouveau foyer, voilà, qui est encore reparti de plus belle. Heureusement, les autorités chinoises disent que la situation est sous contrôle. Donc, si nous suivons ces genres d'informations, ça nous interpelle pour dire que mais il nous faut vraiment faire, tout le monde doit faire des sacrifices pour que nous puissions vraiment endiguer cette maladie. Parce que ce n'est pas facile. Si c'est une partie de la population seulement qui fait des efforts pour accompagner le gouvernement dans cette bataille, nous n'y arriverons pas. Tout le monde doit faire sa part. Très bien. Pour accompagner. La discipline, c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, il est obligatoire de porter son cache-nez. Quand on est à la maison, on reçoit de la visite, on ne sait pas trop ce que c'est. On met son cache-nez. Quand on veut sortir, aller rendre visite à quelqu'un, on le met. Ce n'est pas de la blague. Comme les Ivoiriens l'ont dit, quand on te parle, il faut écouter. Parlons des marchés. Oui. Parlons des marchés. Et depuis l'apparition de cette pandémie, quelles sont les dispositions spéciales, on peut le dire, prises au niveau des marchés? Ce n'est plus les heures habituelles. On a réduit un tout petit peu les choses. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, il faut avouer que au début de la pandémie chez nous, les heures de marché n'ont pas été touchées. Habituellement, nous ouvrons les marchés à 7 heures et pour les fermer à 17 heures. Je veux dire, à 7 heures, nous ouvrons, oui, mais les commerçants, habituellement, quand vous venez au marché avant 9 heures, vous verrez pratiquement qu'il n'y a personne. Ou c'est à ce moment que certaines commencent par arriver pour commencer par exposer. Mais nous ouvrions à 7 heures. Et, à 17 heures, nous commençons par alerter de la fermeture. 17 heures, c'est l'heure de fermeture. Donc, nous commençons par alerter à 16h30 de la fermeture des marchés. Et les commerçants commencent par ranger les affaires, leurs marchandises pour la fermeture. Mais depuis que le chef de l'État a décrété le couvre-feu, l'état d'urgence sanitaire, oui, et le couvre-feu, les heures d'ouverture et de fermeture ont été réaménagées par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Donc, depuis ce temps, donc, les marchés s'ouvrent désormais à 8 heures et se ferment à 16 heures. Bon, à 8 heures, nous ouvrons. À 16 heures, nous commençons par alerter aussi, comme disons que sur l'heure d'ouverture, par rapport à l'heure d'ouverture, c'est 1 heure qui a été ajoutée, ou réduite en tout cas. Et pour l'heure de fermeture également, c'est 1 heure. Au lieu de 17 heures, c'est 16 heures. Oui. Voilà un peu le problème. Les gens sont maintenant habitués. Ça va pour les Nous avons vendeurs. Énormément de problèmes. Effectivement, énormément de problèmes. Vous savez, l'homme en général n'aime pas être bousculé dans ses habitudes. Donc, les gens sont un peu réfractaires à tout ce qui est nouveau. C'est vrai que les commerçants ne sont pas d'accord, mais nous essayons de leur faire comprendre que ça fait partie des sacrifices que chaque Togolais doit faire pour pouvoir rapidement
à endiguer la maladie ou limiter la propagation dans les marchés. Et le couvre-feu, c'était fait en sorte que les heures de fermeture, la femme, quel que soit son quartier d'habitation, après fermeture, qu'elle puisse disposer suffisamment de temps pour arriver chez elle avant le début du couvre-feu. Il y a des marchés qui animent très matinalement. Déjà très tôt, ce sont des marchés qui s'animent. Mais ce n'est pas une situation normale. Nous ne sommes pas dans une situation normale où nous réaménageons les heures d'ouverture et de fermeture. Mais c'est une période spéciale que nous tous, qui demande ça. Nous tous, nous devons en souffrir un peu. Et après cette pandémie, que nous puissions retrouver nos habitudes. Voilà. Et ces marchés qui s'animent très tôt, lorsque vous arrivez, par exemple, vous voyez les gens tout autour qui vendent. Les gens, pas qui vendent, vous savez ce qui est. Je voudrais aussi en profiter pour demander à nos mamans, nos commerçants, de vraiment faire un effort pour respecter à la lettre les heures. Certains, dans ces marchés, les gens arrivent tôt, déjà à 6h30, 7h, et ils mettent la pression sur les vigiles pour l'ouverture. Enfin, ils viennent s'agglutiner et ils se regroupent à la devanture de nos marchés. Pour certains qui ne se protègent pas, ils n'ont pas de masque, ça fait encore un travail complémentaire. Actuellement, nous avons repris la sensibilisation sur ce côté-là pour pouvoir leur faire comprendre. C'est vrai qu'au marché, nous sommes déjà nombreux au marché, mais le fait de venir s'agglutiner à la devanture sans protection, si jamais il y avait un cas asymptomatique dans le groupe et qui n'est pas protégé, ça peut aussi partir de là. Voilà un peu les difficultés. Aussi, aux heures de fermeture, après la fermeture des marchés, vous voyez les femmes, les commerçants qui s'agglutinent aussi. Elles refusent de partir. Elles refusent de partir. Tout autour ou dans les quartiers, les rues avoisinantes pour pouvoir prolonger encore les heures d'animation. C'est vrai que par le passé, quand nous fermons les marchés, il y a certains marchés seulement, comme Hejranawe. Quand nous fermons le bâtiment central, le marché est clôturé. Quand nous fermons le bâtiment central, nous permettons aux commerçants de continuer par vendre sur l'esplanade parce qu'il y a des fonctionnaires qui quittent le boulot, qui sortent avant de venir faire les derniers achats. Ça fait qu'elles traînent aussi et nous permettions ça. Mais vu la situation, nous avons interdit cette pratique. Mais voilà un peu les difficultés que nous avons. Ça fait partie de nos difficultés. Les commerçants vraiment refusent de se faire violence pour rompre avec ces habitudes. Du moins pour cette période difficile que nous tous nous vivons. Vous l'avez dit, il y en a qui sortent, il y a des dames qui sortent du boulot à 16h ou bien 17h avant de venir faire les dernières emplettes sur tous les biens de première nécessité comme tomates et tout ce qui tourne autour pour aller faire la sauce ce soir. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas réorganiser ça un peu pour... Oui, M. Franck, on pourrait penser à une réorganisation si, par exemple, le nombre de cas était réduit. Si on n'avait pas ou si on ne connaissait pas, le pays ne connaissait pas encore des cas de contamination, on pourrait penser revoir un peu. Mais tant que les cas, le pays continue pas à enregistrer les cas de contamination, vous voyez que l'État ou le gouvernement se doit de protéger ses citoyens. Si moi, je fais partie aussi des fonctionnaires qui pourraient sortir et faire mes achats, les derniers achats. Mais si aujourd'hui, avec la situation, je pense que si je sors, si les derniers clients qui sortent, ils sortent aujourd'hui, ils passent par là, ils voient que le marché est fermé, il n'y a personne. Demain, je prendrai mes dispositions à la pause midi pour faire mes achats.
et attendre la sortie du soir pour rentrer. Je pense que quand il y a une situation, nous devons vraiment penser, réagir et nous faire un peu de violence. Vous avez aussi les nouvelles de ces petits marchés qui s'animent dans les quartiers. Là également, on constate qu'il n'y a aucun respect des règles établies, des mesures barrières. Parfois même ces marchés-là s'animent au lampion. La nuit tombe et on continue. Vous avez des nouvelles de ces petits marchés-là? Oui. Aujourd'hui, il y a les communes qui gèrent ces marchés de quartier. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui, le gouvernement a mis sur pied un comité de suivi des mesures prises par le gouvernement dans les marchés du Grand Lomé. Et je suis membre de ce comité. À Lomé, nous avons plus de 64 marchés, les grands et les petits aussi, réunis. Les petits marchés de quartier, comme vous le dites. Actuellement, nous avons des programmes de sortie pour vraiment le suivi. Nous avons déjà commencé par certains marchés à Djidogome et à Sié. Cette semaine aussi, nous allons aussi sortir dans les marchés. Tous les marchés seront concernés. La sortie aura un double objectif. Dans un premier temps, faire le suivi un peu de l'exécution ou de l'application des mesures et ensuite profiter pour sensibiliser ceux qui ne respectent pas ces mesures. Et au même moment, nous aurons attiré aussi l'attention des autorités qui gèrent ces marchés pour que là où les niveaux où se trouvent des difficultés, que ces difficultés puissent être remontées. Qu'en est-il des taxes au marché? Vous les avez réduites parce que là, c'est de 8h à 16h maintenant ou c'est la même chose? Monsieur Franck, j'aurais voulu, ou en tout cas les femmes auraient souhaité qu'on puisse réduire parce qu'à chaque fois, c'est vrai, nous recevons des plaintes, les femmes de la mévente ou des difficultés de paiement. Nos taxes n'ont pas été réduites, elles n'ont pas été augmentées non plus. Vous savez, c'est vrai, c'est une situation difficile. Les PAM aussi a des engagements. Les PAM a des engagements. Et si nous décidons aujourd'hui, enfin, nous, à notre niveau, au niveau de l'EPAM, nous ne sommes pas habilités à décider de la gratuité ni de la réduction des taxes. Voilà. Mais les taxes, pour le moment, sont restées intactes et nous percevons des taxes et des loyers de boutique. Elle est de combien par jour? C'est pas les taxes. Ou quand vous prenez, je ne sais pas, tous les marchés, en tout cas que les PAM administrent, nous n'avons pas 2 millions de collecte de taxes dans la journée. Maintenant, avec la pandémie, on ne fait pas, vous imaginez, c'est difficile. On ne fait pas la moitié du million dans la journée. C'est un peu difficile. Les femmes se plaignent. On essaie de s'entendre un peu, on leur explique aussi nos difficultés, nos engagements. Et là, si elles trouvent, pour les taxes mensuelles, elles ont compris que si, en attendant, si à la fin du mois, si vous trouvez à la place de... Les taxes ne sont pas très chères. Vous imaginez pour certains marchés, une taxe ou les droits de place, comme on les appelle, c'est à 2250 ou 3500 par mois. Voilà. Alors aujourd'hui, beaucoup se demandent, mais on paie les taxes, mais on ne voit même pas les retombées. À quoi servent justement ces taxes-là? Les femmes, vous voulez expliquer aux femmes, aux commerçants? Si les gens le disent, je ne sais pas pourquoi ils le disent. Vous savez, les PAM est une structure autonome, de gestion autonome. Donc, les PAM a des salariés, les salaires, il a des salaires à payer. Nous entretenons les sites marchands.
c'est-à-dire le balayage, l'enlèvement des ordures, qui sont des gros morceaux de nos dépenses. Nous entretenons les sites marchands. Nous avons des factures d'électricité, d'eau dans les marchés que nous payons. Au même moment, nous développons, nous avons la responsabilité ou l'obligation de moderniser les sites marchands. Nous faisons des investissements à la fin de chaque exercice. Quand nous dégageons les dépenses, nous programmons ou nous planifions des investissements, le renouvellement des hangars, la construction des boutiques, le pavage, assainissement. Étant donné qu'il y a plusieurs marchés, donc la programmation se fait chaque exercice en fonction de la capacité d'autofinancement qui est dégagée à la fin de chaque exercice. Nous planifions des travaux en fonction des urgences par marché. En fonction des urgences. Bien. Dans certains marchés, nous avons des urgences d'assainissement. Alors, nous les planifions en priorité. Voilà comment ça fonctionne. Très bien. Je pense que dans les autres communes aussi, c'est la même chose. Avec ça, on construit les hangars, les boutiques. Et tout ce qui tourne autour. Oui. Somialo Pocholi Kaya, vous voulez conclure? On est pratiquement à la fin. D'accord. Merci pour une fois encore. Je voudrais vous remercier, Monsieur Franck, et à travers vous, le DG de la radio Sport FM. Et cette situation de pandémie, elle est une affaire de tous. Je voudrais encourager les commerçants à continuer par respecter les gestes barrières. Je voudrais leur dire de ne pas être fatigués parce que c'est vrai, si ça dure, ça devient fatigant et tout ça. Mais tant qu'on n'a pas 0 cas ou tant qu'on n'a pas déclaré, les autorités sanitaires n'ont pas déclaré que la maladie n'existe plus au Togo, nous continuons, la lutte continue et la discipline surtout. Très bien. Merci, Madame Somialo Pocholi Kadia. Elle est commissaire principale de police, DG de l'EPAM. On a parlé du Covid-19, on a fait la situation. On a parlé surtout des marchés, cette situation, cette crise sanitaire mondiale et ses effets dans les marchés. On en a parlé. Merci d'être venu. Revenez quand vous voulez. Mise en onde Pélagie Mekoum, la vidéo de cette émission. C'est bien sûr Eloma Dovon. À très bientôt.